On enchaîne avec un face-à-face exceptionnel ce soir qui s'annonce assez musclé avec un homme qui enchaîne ces derniers temps les déplacements publics sur des marchés populaires en banlieue, au salon Made in France la semaine dernière et ce dimanche qui sera en meeting dans un bastion de gauche à Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire. À moins de 18 mois de l'échéance de 2027, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, se prépare-t-il à une 4e candidature? A-t-il enclenché le mode présidentiel? On va lui poser la question. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir madame. Quelle surprise cette question. Je sais pas, c'est Alain Duhamel qui vous la posera sûrement puisque vous allez être face à Alain Duhamel pendant une petite heure ce soir. J'essaierai plutôt de donner des petites réponses à côté des grandes réponses de Jean-Luc Mélenchon. Ne commencez pas tout de suite à me dire des choses qui vous complexent. Alors le sommaire est très chargé ce soir, puisqu'il y a effectivement le budget, la réforme des retraites, on va parler de l'avenir du gouvernement, le corps nu, dissolution, démission, peut-être candidature, mais on voulait commencer par le 13 novembre, Alain, puisque effectivement nous sommes 10 ans après les attentats qui ont coûté la mort à 132 personnes, les attentats de 2015. Hier, le cœur du 13 a montré au reste du monde qu'il avait fait bloc face à cet événement traumatique. Qu'avez-vous pensé de cette cérémonie qui a réuni autant d'officiels que d'anonymes? J'ai pensé deux choses. J'ai pensé d'une part que c'était assez émouvant et suffisamment sobre, comme il fallait que ça le soit, et que le moment où la chorale des rescapés ou de leur famille du 13e chantait, je trouvais que c'était au fond ce qu'on avait envie de voir. Bon, l'autre chose que je me suis dite, c'est pas la première fois de ma vie, mais c'est que je suis toujours un peu mélancolique, disons, quand je vois que les Français n'arrivent à ce degré d'unité et de solidarité que devant les catastrophes. Et qui n'arrivent pas à ça, je dirais pas de la même manière, évidemment, mais un petit peu quand même le reste du temps. Jean-Luc Mélenchon, vous avez regardé les hommages? Je partage ce que vient de dire Alain Duhamel. Pour moi, ce qui peut-être à cause du rapport que je dois avoir comme responsable politique avec notre peuple, c'est des moments de vérité. Vous voyez, monsieur Duhamel? Il y a une force de volonté d'être le peuple français et d'être ensemble. Et moi, c'est surtout ça. Dans le malheur. Et oui. Et surtout, il n'y a pas l'ombre du début d'une division entre nous. Et ça, c'est une grande force de notre peuple. Parce que sur le moment, la grande peur que tout le monde avait, sur le moment, quand ça a eu lieu, c'était que ça parte de tous les côtés, quoi. Et c'est pas ce qui s'est produit. On peut dire ouf, et tant mieux. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on protège, qu'on entretienne, à quoi on doit être vigilant. Nos âges à l'un et à l'autre nous ont exposés à des moments de division terrifiants du peuple français, et où on a eu l'impression qu'il pouvait rouler à l'abîme. À l'instant, nous parlions des événements de la fin de la guerre d'Algérie. Honnêtement, moi j'étais bien jeune, enfant, mais quand même, je me rendais compte. Il y avait une tension, une dose de haine à l'intérieur des communautés qui étaient terrifiantes. On pouvait se demander si on s'en remettrait, et on s'en est remis. Il y avait un risque de guerre civile. Tout à fait, exactement. Et là, non, on sent qu'il y a la volonté de dire on se laissera pas embarquer, on maîtrise ce qu'on fait. Devant le malheur. Oui. C'est la France. Ça serait bien que ça soit... Alors, il s'agit pas de dire qu'il doit y avoir un comportement de ce genre tout le temps. Ça serait de l'illusion lyrique. Mais on pourrait imaginer, de temps en temps, sur certains sujets, un peu plus de solidarité politique entre des gens que, par ailleurs, sur le plan idéologique, tout sépare, mais qui aussi appartiennent à la même nation et doivent faire face ensemble aux mêmes problèmes. Pourrait-on pas tout imaginer... le temps, hein, rassurez-vous, je pense pas. Je crois pas que ce soit nécessaire tout le temps. Vous êtes plutôt de tempérament centriste, monsieur Duhamel. Je suis de tempérament modéré, réfléchi. J'essaye. Prenez pas tous les bons adjectifs pour vous. Allez, modéré, je vous le laisse. Centriste, je réfléchis, je le prends pour moi. Non, modéré, je suis sûr que c'est pas un compliment. Réfléchi, c'est... non, ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Modéré, il faut savoir l'être aussi. Les individus dangereux sont ceux qui sont que d'une seule pièce et qui n'ont aucune nuance.
Alors de cela, il faut se méfier beaucoup. Bien sûr. Mais sinon, non, c'est pas un mot disqualifiant. Enfin, alors la cas, question en que tout vous... cas, c'est le cas. Mais la c'est question pas que avec vous ça qu'on posez, change la le question monde. que vous C'est ça que je veux vous posez, dire. Et moi, j'ai l'intention de changer le monde. La question que vous posez à Alain Duhamel, c'est est-ce qu'on aurait pu voir plus de concorde, par exemple, à l'Assemblée nationale? C'est pas exactement cette unité qu'on a vue ce mercredi, en tout cas, puisque les députés ont voté en faveur de la suspension de la réforme des retraites. Votre groupe a voté contre. Est-ce à dire que Sébastien Lecornu est sauvé ou que cette réforme est suspendue? Évidemment, tous les débats se sont passés sur BFM TV. Le PS s'est fait ferrer aux pattes. Il ne peut plus maintenant se dégager. Il n'a plus de liberté. Donc il n'est bon qu'à être le support d'un gouvernement qui cherche à tout prix à échapper à de nouvelles élections. Voilà. Ça veut dire que c'est une nouvelle alliance. Ah oui, c'est ça. Moi, quand je vois des députés du Parti socialiste applaudir le gouvernement à de multiples reprises, conspuer la France insoumise ou parfois les autres membres du bloc de gauche, je me dis, je ne sais pas ce qui se passe au Parti socialiste, mais en tout cas, clairement, c'est en train de ressembler à de la cogestion. Majorité 201 pour, 255 contre, 146. L'Assemblée nationale a adopté. Nous sommes très fiers de ce qui vient de se passer à l'instant dans les murs de ce Parlement. Désormais, le totem qui était un totem absolu pour la Macronie a été ébranlé. Nous prenons, même quand c'est pas suffisant, que c'est pas parfait, nous prenons. En revanche, il faut faire passer ces miettes pour un festin. J'ai trouvé de la part de mes collègues socialistes des propos un peu excessifs. On avait l'impression à les entendre qu'ils avaient voté les 40 heures et les congés payés. Enfin, on n'est pas dans cette situation-là. Je n'imaginais pas un seul instant qu'un homme ou une femme de gauche puisse aujourd'hui voter contre un progrès pour les salariés. La politique du tout ou rien, c'est la politique du rien du tout. Manuel Bompard, il a voté contre le rétablissement de l'ISF. Il a voté contre la hausse de la taxation du capital. Et maintenant, il vote contre la suspension de la réforme des retraites. Que défend Manuel Bompard? Le PS est de toute façon tout à fait ridiculisé dans cette séquence et c'est pas c'est le cadet de mes soucis, le Parti socialiste. Comment vous analysez ce jusqu'au boutisme de la France insoumise? Et moi, je suis pas psychiatre. Le grand désaccord qui amène à expliquer qu'il y a les traîtres d'un côté, les purs de l'autre, ou comme le dit Olivier Faure, ceux qui seraient quasiment à psychanalyser les autres, tout ça c'est pas bon, parce que chaque fois que la gauche s'affronte dans l'hémicycle, entre PS et Insoumis, le Rassemblement national rigole. Là, effectivement, ça me paraît complètement fou. Alain Duhamel, on entend parler de psychiatre, de psychologue, mais est-ce que c'est pas plutôt un thérapeute de couple qu'il faudrait pour essayer de réconcilier ces deux gauches là en plein divorce? Bon, écoutez, d'abord, je vais pas faire semblant de découvrir pour la première fois qu'il y a deux gauches en France. Je n'ai vécu que voyant, observant et commentant de gauche. Bon, il y a des moments où elle parvient à s'unir. En général, c'est plutôt là qu'elle peut gagner. Il y a des moments où, au contraire, il y a plus que de l'opposition, une vraie discorde, mais là où souvent les gens se trompent, ça n'est pas gratuit quand il y a une discorde comme ça. C'est parce qu'il y a des ressorts qui ne sont pas les mêmes, qu'il y a des jugements qui ne sont pas les mêmes, des thérapeutiques qui ne sont pas les mêmes. Bon, là, il est clair que après une période où je vais être direct, où toute la gauche a fait semblant d'être d'accord sur des programmes qui étaient des programmes très avancés. En fait, qui étaient des programmes de Jean-Luc Mélenchon. Ah. Et toute la gauche, 2 fois, a fait semblant d'être d'accord avec ces programmes. Et la vérité, c'est qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ces programmes. Ils étaient d'accord avec une alliance électorale pour essayer de sauver à ce moment-là ce qu'ils considéraient être l'essentiel. Et puis quand ces moments-là sont passés, chacun, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon ont gardé leurs convictions, et les autres sont revenus à leur nature et à leur méthode. Et je vais pas à la raison, peut-être? À la raison. Vous êtes d'accord pour dire que je suis fou, c'est ça que vous voulez dire? Écoutez, j'essaye d'accoucher la pensée d'Alain Duhamel. Non, c'était très clair. Ce que disait Monsieur Duhamel, ça n'était pas disgracieux, puisque il y a des points de vue et il faut se faire à cette idée. La politique, ce n'est pas, je veux dire, le rêve n'est pas que tout le monde soit d'accord. Le propre de la démocratie, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Et qu'on le règle en votant. Que voulez-vous? Personne n'a trouvé mieux jusqu'à présent. Alors on vote.
Voilà. Et donc, le fait qu'il y ait des points de vue contraires est le fondement de la démocratie. Quand il n'y a plus de points de vue contraires, méfiez-vous, c'est que la dictature a commencé, que tout le monde a peur de dire ce qu'il pense. Bon. Donc, venons sur le sujet, comme l'aborde Alain Duhamel, parce que le diagnostic est bon. Ceci dit, j'ai le droit à cette étape, il me semble quand même, de vous dire quelle était mon intention, et celle du mouvement insoumis. Nous ne sommes pas, une agence de communication qui vient avec un bon slogan en espérant que on vendra plus de cacahuètes ou de castagnettes avec ça. Il y a une vision historique. Alors, on en pense qu'on en veut, hein, mais nous sommes habités par ça. Le monde doit changer. Il faut faire face à la catastrophe climatique. Le capitalisme a atteint des limites et il va détruire. Bref. Et à partir de ça, quelle réponse faire? Nous autres de gauche, nous avons été dévastés à la fin du XXe siècle. L'URSS s'est effondré. Ce n'est pas que c'était une recommandation, l'URSS, mais en attendant, ça a aggravé le désastre. Le désastre, c'était que notre manière de voir le monde ne collait plus à ce qui se passait vraiment. Moi, je suis un homme de 81, et de la suite, on décide qu'on va faire le socialisme, on fait le programme commun, et de socialisme, on n'en a pas vu le début du commencement. Et tout le monde était sidéré. Comment c'était possible, une chose pareille? Bref. Donc, au milieu de ce chaos, nous avons essayé de porter une vision. Comment faire pour reconstruire une grande force de gauche qui puisse renverser la table de nouveau? Là, on fait un pari. Compliqué, hein, parce qu'on n'était rien du tout au départ. Et on se dit, nous allons proposer un programme, croître, et nous allons faire ce qu'on appelle en espagnol, parce que ça s'est trouvé que c'était les Espagnols qui ont posé le problème, le sorpasso. On va passer devant la social-démocratie, puisque dans toute l'Europe, elle fait des grandes coalitions avec la droite. Et comme on passe devant, eh bien, c'est nous qui allons mener la gauche. Et pour la première fois de l'histoire de la gauche, la première fois, depuis qu'il y a une gauche en France, 1870, 1905, etc., au premier tour de l'élection législative, nous, les insoumis, nous, convainquons les autres qu'il faut faire des candidatures communes. C'est un événement sans précédent. On le fait 2 fois. Les 2 fois, comme me l'a dit élégamment Alain Duhamel, après un moment où ils se sont dit « faisons comme ça », ils sont revenus à ce qu'ils pensaient. Je suis de votre avis, et je me le tiens pour dit. Cette tentative de recomposition unitaire de la gauche, tout le monde a oublié, parce que le temps passe, puis il faut bien qu'on oublie, sinon la vie serait envahie par les nostalgies. Mais quand il y a eu l'événement de la chute de l'URSS, tout le monde parlait de faire, pourquoi pas, on allait faire le congrès de Tours à l'envers, on allait rapprocher les socialistes et les communistes, faire un grand parti de toute la gauche. Tout ça a été oublié. Mais cet épisode-là est clos. On n'y arrivera pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va donc s'y prendre autrement. Donc là, vous avez raison, madame, mais ce n'est pas un traitement psychologique dont nous avons besoin. C'est de la politique de fond. Les socialistes sur la terre entière sont engagés dans un système de grande coalition. Ils continuent à penser que si le capitalisme fonctionne bien, il y aura des prises d'avantages pour les travailleurs. La mentalité 19e, 20e siècle. Nous sommes au 21e. Donc voilà le point où nous en sommes. Après le reste, des fois le ton monte, mais enfin, faut arrêter de pleurer, quoi. L'Assemblée nationale, ça a été 10 fois plus violent dans le passé. Non, mais il y a 2 choses. Il y a la division politique qui existe, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière. Peut-être qu'à d'autres moments, il y aura des rapprochements tactiques, des rapprochements électoraux, ou des rapprochements, ce qui se produit souvent, contre un ennemi commun. Bon, tout ça est possible. Oui, c'est vrai. Il n'empêche qu'il y a 2 façons de regarder la société. L'une, c'est de considérer que cette société est tellement mauvaise qu'il faut en inventer une autre et militer pour une autre société, ça c'est vous. Et la gauche, alors quand je dis la gauche réformiste, je suis pas sûr qu'on puisse dire la gauche réformiste de la même façon s'il s'agit des écologistes, des communistes et des socialistes, hein, c'est réducteur. Mais disons, ceux qui ont été vos alliés électoraux à un moment et qui sont moins vos alliés programmatiques aujourd'hui, bon, eux pensent, et ça c'est l'histoire aussi de la France, on pense que on arrive à transformer une société progressivement par des réformes successives avec des avancées
puis ensuite des reculs, puis à certains moments on est ensablé, et puis on repart, mais on améliore. Alors il y a ceux qui veulent réinventer, reconstruire. Bon, c'est au sens pas polémique, au sens réel, c'est une utopie. Mais une utopie, ça veut pas dire que ça ne peut pas se réaliser, mais c'est une utopie. Et puis il y a ceux qui, partant de la réalité telle qu'elle est, et du rapport des forces tel qu'il est aussi, se disent, après tout, à chaque fois qu'on peut faire avancer au bénéfice de la majorité des Français, eh ben, il faut le faire à ce moment-là. C'est le cas de François Ruffin, Alain, qui disait tout ce qu'on peut prendre, on prend, et qui a voté pour la suspension de la réforme des retraites, contrairement à la France Insoumise, qui appartenait à la France Insoumise. François Ruffin, je ne pense pas ça souvent de lui, mais j'ai trouvé que ce qui se disait se défendait. Cohérence politique, vous dites. Bon, je pensais que oui, l'idée de dire, au fond, pour tous ceux qui vont bénéficier de quelque chose, tant mieux pour eux. Mais en même temps, il faut être honnête, il faut pas raconter que c'est le maximum de ce qui était imaginable. Hein. Alain, quand j'ai dit cohérence politique, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon hausser ses plus gros sourcils. Non. Je pense que chacun est dans une cohérence. On en aura la même analyse. D'abord, ce que vous dites, Alain Duhamel, le scénario que vous décrivez, c'est en effet celui du XXe siècle. Voilà, ça s'est passé comme ça. La retraite, la première retraite qu'il y a eu dans le XXe siècle, elle est de 1910, c'est la retraite à 65 ans. Alors on disait, on cotise pour les morts, parce que personne vivait jusqu'à 65 ans en sortant de la mine. Mais c'était la retraite pour certains. Voilà. Hein, et donc pas pour Jaurès prend et dit on prend, c'est pas satisfaisant, voilà. C'est déjà ça qui est acquis. Ça, c'est une situation où on avançait. Depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, les retraites par répartition sont le bel objet, 340 milliards par an, qui échappe complètement à la circulation du capital, puisqu'elle passe, c'est en salaire différé, elle est payée par les gens qui sont au travail et ça se transforme en salaire, en pension, on appelle ça comme ça, pour des retraités qui, eux, les dépensent dans le quotidien et font tourner la machine France. Parce que la France a un modèle particulier. Il faut pas parler du capitalisme et du reste dans l'abstraction. Il faut toujours le mettre dans le moment particulier. Or, nous ne sommes plus en train d'avancer. Nous sommes en train de reculer chaque jour, sur chaque sujet, à peu près partout. Et par conséquent, il s'est créé à l'intérieur de ceux qui étaient socialement nos soutiens une méfiance immense. Genre, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Comment ça se fait qu'on se fait tout le temps avoir? Je termine. Et donc, dans cette affaire de retraite, nous avons eu 91% des Français qui étaient pour abroger la retraite à 64 ans. Ils sont allés dans la rue. Des fois, ils ont perdu des journées de salaire en faisant la grève. Vous avez passé tout à l'heure à BFM un sondage qui dit que les gens disent mais c'est pas du tout une avancée. Pourquoi? Parce que pour obtenir 3 mois de décalage, parce que c'est un décalage, le ministre l'a dit lui-même, il fallait lever la main pour faire passer un amendement dans lequel il est écrit « dans le cadre de la réforme de la retraite à 64 ans ». Pardon de vous dire que là, nous ne sommes plus en train de dire « les uns prennent un petit quelque chose et les autres sont trop gourmands ». Nous sommes en train de dire « il y a ceux qui acceptent dans ce moment de dire dans le cadre de la réforme 64 ans et pas nous ». Donc, nous ne le ferons pas par fidélité, par loyauté. Non. Et surtout, je termine, attendez, pour que tout le monde entende bien la rigueur d'un raisonnement. Parce que sinon, c'est un peu facile. Les uns sont excités, les autres sont réalistes. Non. Pour avoir 3 mois de décalage, vous allez pendant 4 ans payer le fait que vos pensions ne seront plus indexées au niveau de l'inflation. Non, 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 monsieur Duhamel. Croyez-moi, si je le dis, c'est pas de la joie, hein. Au début, ils ont dit ce sera désindexé, et puis très subtilement, comme personne ne comprend rien, parce que c'est trop compliqué, seront moins désindexés. Ça signifie que si l'inflation est de, par exemple, 1% ou de 2%, on aura 0,3 ou 0,4. Ça veut dire que tous les retraités vont payer les 3 mois dont on parle. Eh bien, pardon de vous dire, nous ne l'acceptons pas, c'est pas une affaire, ça s'appelle en français un peu vulgaire, une arnaque. Alors, il y a 2 choses. Il y a la discussion aujourd'hui sur ce sont des marges de la retraite. D'ailleurs, on parle de trimestre. On dit 3 mois. Oui, c'est ça. Oui. On dit on va voir si l'année prochaine sera désindexée, pas désindexée, etc. Ça agit sur les marges. Que on soit d'accord ou pas avec cette retraite,
je peux le dire d'autant plus qu'on le sait bien à BFM, je l'ai dit 10 000 fois, moi je n'étais pas pour cette retraite. Je préférais, ça va peut-être vous hérisser, même sans doute, moi je préférais le premier projet, celui de la retraite dit à point, même si le mot point n'est pas le mot idéal,